voilà, je vais vous présenter, ce n'est pas une nouvelle substance, on va le voir ensemble, ce ne sont pas de nouvelles substances, mais il y a des usages qui sont nouveaux et on a été alerté là-dessus, ce qui nous a permis de faire vraiment un travail épidémiologique sur cette question. Donc en introduction, donc le GHB, aussi appelé G, aux États-Unis c'était appelé ecstasy liquide, alors qu'on va voir que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'ecstasy. Il y a cette réputation de drogue du violeur qui colle à la peau de cette substance, et on va en rediscuter aussi. D'un point de vue pharmacologique, c'est un agoniste des récepteurs GABA-B. C'est une substance qui est naturellement présente dans l'organisme. On ne sait pas exactement les fonctions qu'elle a, mais on sait que si on le prend de façon exogène, on va avoir un effet dépresseur du système nerveux central via cette action sur les récepteurs GABA. C'est une action qui est proche de celle de l'éthanol ou des benzodiazépines, avec la subtilité que ces deux dernières substances sont des agonistes du récepteur GABA-A et non pas GABA-B. En termes d'effets cliniques, on est quand même très proche avec des effets dépresseurs du système nerveux central. Ça a une utilisation médicale, le GHB, c'est approuvé en France dans une seule indication qui est le traitement de la narcolepsie. Donc, ces personnes qui ont ces troubles du sommeil et le GHB a cette fonction de restaurer un sommeil proche de celui qui est physiologique pour permettre à ces personnes de fonctionner la journée. C'est utilisé aussi comme traitement du trouble de l'usage d'alcool, mais pas en France, mais dans certains pays, dont l'Allemagne par exemple. Comment ça se présente dans une utilisation non médicale? Ça se présente sous forme de poudre. Il y en a qui fabriquent des comprimés artisanaux, ou alors c'est un liquide qui est incolore et inodore, mais qui a un fort goût salé. Ce qui fait qu'il peut difficilement être pris de façon pure et il est forcément à diluer. Ça a été classé stupéfiant en France depuis 1999 et on va voir que l'usage récréatif du GHB en particulier est rare et c'est difficile de s'en procurer. La plupart des achats se font sur le darknet. On a un second produit qui est cette fois-ci la GBL, donc pour gamma-butyrolactone, aussi appelé G, aussi appelé ecstasy liquide, souvent pris pour du GHB. Les deux sont un petit peu interchangeables. La GBL, c'est une prodrogue. Donc, une fois qu'elle est absorbée, elle est rapidement métabolisée en GHB et donne des effets qui sont similaires à celui du GHB. Ça a une meilleure biodisponibilité que le GHB, mais les effets sont vraiment très proches. L'utilisation, elle est industrielle, pas du tout médicale. C'est un puissant solvant qui est utilisé soit comme intermédiaire de fabrication pour des produits chimiques, soit en lui-même comme nettoyant pour jantes de voitures, pour graffiti, etc. Donc, ce n'est pas du tout un produit qui est à la base voué à être consommé. Ça se présente comment? Sous forme d'un liquide incolore, mais qui a cette fois-ci une forte odeur de produits chimiques qui peut être acide ou amer, et le goût est vécu comme vraiment désagréable. Il ne peut vraiment pas être pris de façon pure, il est à diluer, et la plupart des personnes le diluent dans une boisson plutôt épaisse, un jus de fruits assez épais, pour vraiment masquer ce goût chimique. La législation en France, ce n'est pas un produit qui est classé comme stupéfiant. Par contre, il y a une restriction pour la vente de la GBL qui est interdite de vente en tant que matière première ou dans des produits si elle est de concentration supérieure à 10% et pour des contenants de plus de 100 ml. Donc, ça limite la vente de GBL en France. Par contre, dans d'autres pays européens, on peut acheter du GBL pur dans des quantités assez élevées. Là, je vous montre, c'est un site qui vendait des flacons qui allaient de 100 ml à 1 litre avec des prix assez bas. Là, on voit qu'avec 250 ml, une dose, c'est à peu près 1 millilitre. Donc, on a 250 doses pour 35 €. Donc, ces produits-là sont beaucoup plus utilisés à l'heure actuelle que le GHB, que ce soit pharmaceutique ou pas. Donc, si on fait un bref rappel historique, la première synthèse chimique du GHB par un chimiste russe, ça date donc de 1874, donc ce n'est pas une nouvelle substance. Les premières utilisations chez l'homme sont dues à un chirurgien français, Henri Laborit, en 1960, qui étudiait les propriétés anesthésiques du GHB. Les premiers usages détournés en fait, ont été faits par les bodybuilders et il y a des études qui montrent que l'utilisation de GHB fait augmenter les taux sériques d'hormones de croissance.
Donc ça a été quelque chose de commun au cours des années 80 et ça s'est un petit peu perdu depuis la fin des années 90. Durant les années 90, il y a eu vraiment une popularisation du GHB dans les rave parties, surtout aux États-Unis et aussi en Europe. Et il y a eu l'implication dans certains cas de soumission chimique qui ont été très médiatisés aux États-Unis. On voit un article d'Archives du Monde qui parlait de la drogue du cambriolage sexuel parfait en 1996. Tout ça a fait que le GHB a été classé comme stupéfiant donc en 99 et non pas en 90. Et ce qui fait que on a eu aussi en parallèle l'approbation du GHB en utilisation médicale en 2005. Donc, qu'est-ce qui a été observé avec le classement du GHB? Ça a été l'apparition du GBL comme remplacement du GHB. On a ce très bel article de Michel qui date de 2009. Et Mathieu. Du CRP, qui montre déjà les premiers cas de consommation à but récréatif de ce GBL. L'interdiction de vente en France date de 2011 et au milieu des années 2010, le GHB, le GBL a été popularisé dans le contexte chemsex. Et enfin, ce qu'on voit depuis les années 2020, c'est une diffusion de ce produit au milieu festif, non plus alternatif, mais vraiment mainstream. On avait eu, vous voyez, un article qui date de 2018, où c'était à Paris deux hommes qui voient une bouteille d'eau traîner dans une boîte de nuit. Ils boivent dedans et en fait, c'était du GBL et malheureusement, un d'entre eux est décédé. J'ai eu l'occasion récemment de faire une formation auprès d'intervenants de prévention en milieu festif. Et donc, je leur ai demandé quelles substances vous rencontrez lors de vos interventions. On voit que, en gros, sortent la cocaïne, l'alcool, la kétamine dont on a parlé, le MDMA, mais on voit GBL et GHB qui font leur apparition aussi dans ces produits qui sont consommés également dans des milieux festifs mainstream ou des bars du centre-ville, par exemple. Les effets rapidement, donc c'est des effets qui sont recherchés assez proches de ceux de l'alcool, euphorisants, désinhibiteurs, stimulants, comme l'alcool mais sans la gueule de bois. Là, il y a vraiment cet article qui montre que, en comparaison, vous n'avez pas les effets maux de tête le lendemain, vous avez moins d'effets de malaise qu'avec l'alcool, ce qui donne un attrait supplémentaire à cette substance. Dans son utilisation de chemsex, elle a aussi cet effet aphrodisiaque sur la majoration de la libido, la désinhibition sexuelle. Et à plus haute dose, on a cette fois-ci cet effet qui est hypnotique et amnésiant. Le délai d'action est assez court, entre 15 et 20 minutes. Et la durée d'action, elle aussi, est assez courte, souvent aux alentours de 2 heures. Donc pareil, sur les forums de psychoactifs, on peut voir un petit peu ce qu'en disent les usagers. Donc une personne qui disait que le GHB, c'était la drogue adaptée à toutes circonstances, autant festives que pour être posé ou faire du sport. Dans les effets, c'est comparable à l'ivresse alcoolique, mais sans la fatigue. Mais ça, c'est vraiment lié au dosage. Selon le dosage, il y a un effet stimulant ou hypnotique. Et la problématique, on va le voir, c'est que la marge entre ces deux effets est très faible et donc difficile à prédire. Les effets indésirables, donc on a cette surdose, ce fameux, ce qu'on appelle J-hole, donc le trou du G, qui est un coma, assez proche de ce qu'on retrouve avec les benzodiazépines ou avec l'alcool. Vous avez, selon la dose de GHB, c'est vraiment des effets qui sont dose dépendants. Et plus la dose est élevée, plus le coma sera profond. On a aussi des effets en cas de surdosage, plus d'agitation, d'agressivité, voire même des convulsions, qui malheureusement peuvent mener à des décès. On voit que la dose usuelle de GBL, par exemple, ou de GHB, ça va être plutôt dans les 1 ml, et rien que doubler cette dose, on arrive déjà à une dose toxique. On va voir aussi qu'il y a maintenant des cas vraiment de pharmacodépendance avec une tolérance, un syndrome de sevrage et des troubles de l'usage avec ces substances. Ça peut favoriser des pratiques sexuelles à risque et on va parler aussi de l'utilisation dans le cadre de soumission chimique. Donc, il y a régulièrement des affaires médiatiques sur ces deux substances. Donc pourquoi on a fait ce travail? On a eu des remontées du terrain depuis 1 an qui
qui nous montre que voilà, il y a une augmentation des consommations en milieu festif, avec des intervenants de prévention qui se retrouvent un peu démunis face à ces personnes qui font des surdosages en pleine soirée, qui doivent être évacuées. Chez les personnes qui pratiquent le chemsex aussi, avec des consommations qui augmentent, des complications qui sont observées, des surdoses, des troubles de l'usage et des pratiques à risque. Donc on a fait un suivi de toutes nos observations cliniques qui ont été notifiées à notre centre ici à Marseille, avec un objectif de décrire les circonstances et les conséquences cliniques des expositions au GVHB, GBL. Alors, qu'elles soient alléguées ou confirmées. La confirmation dans le sang ou dans l'urine d'avoir pris du GHB est vraiment très compliquée. On remercie vraiment les toxicologues avec qui on travaille de pouvoir nous fournir ces données. C'est toujours un casse-tête. Donc le GHB en lui-même, on en fabrique nous-mêmes. Donc parfois on retrouve des concentrations qui sont si faibles qu'on ne sait pas différencier si c'est notre GHB qu'on a produit ou ce qu'on a pris à l'extérieur. Donc il y a des seuils sur ces confirmations toxicologiques et les analyses qui doivent être faites sont assez complexes. Donc du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 septembre 2024, donc on a pu dénombrer 82 cas d'observation clinique. On voit l'évolution par trimestre. On voit nettement une augmentation depuis le début 2024. Donc il faut savoir qu'à partir du deuxième trimestre 2024, on s'est mis aussi à rechercher plus proactivement les cas. Donc il peut y avoir aussi un biais de déclaration, mais on voit quand même que le nombre de déclarations augmente. C'est majoritairement des hommes. L'âge moyen est de 34 ans, mais on voit les extrêmes avec le plus jeune cas chez un patient de 14 ans et le plus âgé chez un patient de 68 ans. Donc des cas qui sont pour la plupart assez graves avec 79 passages aux urgences ou hospitalisations, 34 de ces patients qui ont dû faire un passage en réanimation avec très souvent une intubation et 3 décès, ça n'inclut pas les décès du dispositif DRAM, donc on n'est vraiment pas dans une exhaustivité des cas. Et là, je vous invite, si vous avez connaissance de cas, à nous les faire remonter. Mais voilà, ça donne une photographie de ce qui peut se passer, même si on n'est pas exhaustif sur tous les cas. Le tableau clinique de ces cas d'intoxication, on va dire que c'est ce qu'on attend, une prédominance de signes neuropsychiatriques avec un trouble de la conscience qui est présent dans une grande majorité des cas, avec beaucoup de coma. Et ces cas où il y a de l'agitation, de l'agressivité, de la confusion, 31 cas sur les 80, et parfois des alternances entre cet état de somnolence, l'agitation. Les pupilles, elles peuvent être volontiers en myosis, mais parfois aussi en mydriase. Et dans les analyses toxicologiques, on a quand même réussi à confirmer biologiquement l'exposition au GHB chez la moitié des patients. Et il y avait souvent des co-consommations. Donc on voit le top des co-consommations, donc les produits souvent utilisés aussi dans le chemsex ou en milieu festif, donc les catinones, la cocaïne, les benzodiazépines et l'alcool. Donc on va voir que ce sont des associations à risque avec ces dépresseurs et d'autres produits festifs ou du chemsex comme la MDMA ou le sildenafil. Pour vous donner quelques exemples concrets de circonstances, donc un homme qui est pris en charge pour une intoxication aiguë, il aurait pris 2 fois 1,5 ml de GBL plus du 3-MMC. À l'arrivée des réanimateurs, il est en coma, Glasgow 4, myosis serrée, pas de dépression respiratoire. Pendant le trajet, il devient agité alors qu'il était dans le coma. Il a même dû être sédaté et à l'arrivée aux urgences, il se réveille brutalement. Il a une amnésie des faits, il retourne à domicile en 4 heures. Donc ça, c'est assez caractéristique de ces cas de surdose au GHB. Donc la surdose apparaît très rapidement et le coma est assez court, souvent aux alentours de entre 3 et 5 heures. C'est lié aussi à la demi-vie du produit. Un autre cas, une femme qui consomme GHB, 3-MMC, cocaïne et alcool lors d'une soirée et aux urgences, coma Glasgow 3, myosis. Il se prépare pour l'intuber, mais finalement, elle se réveille brutalement, elle est très agitée, avec de l'anxiété. Elle est surveillée quelques heures et elle peut ressortir. Un autre cas qui montre aussi la difficulté en termes de réduction des risques, là c'est une erreur de préparation. Donc pendant une soirée, il y a du GHB ou du GBL qui est préparé dans un verre pour être consommé ensuite avec des pipettes graduées. Il y a une des personnes présentes qui aurait bu directement au verre, donc coma
très brutal, Glasgow 3 avec myosine, qu'il a vu ce patient être intubé et transféré en réanimation, et il se réveille aussi assez rapidement. On a malheureusement aussi des décès dans des contextes de consommation. Donc là, chez une femme qui consommait du GBL et des benzos, avec un contexte de trouble de l'usage, avec des très hautes doses consommées, 50 ml par jour, avec 6 ml par prise, et qui a été retrouvée décédée sans qu'on en sache plus. Et enfin, on peut avoir des cas de sevrage. Donc un homme qui est hospitalisé pour désorientation, hyperthermie et hallucination visuelle. Il prenait de façon chronique de la 3-MMC et du GHB et il était dans un état de sevrage. Il a été traité par Valium et il y a eu un relais en addictologie. Le trouble de l'usage dont on vient de parler, donc il y a des usages quotidiens qui peuvent augmenter liés à la tolérance jusqu'à 40-50 ml par jour. Et en cas d'arrêt, il y a un syndrome de sevrage qui est précoce, plus rapide qu'avec l'alcool, de 1 à 6 heures après la dernière prise. C'est aussi lié à la demi-vie qui est courte avec ces produits. Les premiers signes dans les premières 48 heures sont de l'anxiété, de l'insomnie, des tremblements, nausées et vomissements. Et puis ça progresse vers une confusion, des hallucinations, tachycardie, hypertension. Il y a un risque de délirium à tout moment et il semble plus fréquent qu'avec l'alcool et une disparition des signes en 15 jours. Quel traitement pharmacologique? Il n'y a pas du tout de protocole là-dessus. Je vous invite à lire cet article récent de mon collègue parisien qui donne des pistes et qui montre aussi les essais cliniques qui ont été faits. Donc, les benzodiazépines peuvent être utilisées. Ils ont remarqué que les doses devaient être plus élevées que ce qui se fait avec le sevrage alcoolique. Les antipsychotiques peuvent être donnés aussi s'il y a un délirium. Et il y a des essais en cours sur le baclofène en traitement du sevrage et potentiellement traitement de substitution ou aide au maintien de l'abstinence. Donc, il faut savoir que le baclofène, c'est aussi un agoniste des récepteurs GABA-B et il a une longue durée d'action, donc c'est un candidat potentiel, mais il faut que ce soit validé dans des essais cliniques avant de pouvoir être utilisé auprès des patients. Quid de la soumission chimique, on n'en a pas parlé. Donc le GHB, c'est souvent présenté comme la drogue du violeur parce que le potentiel amnésiant, hypnotique. Si on regarde les résultats de l'enquête soumission chimique qui est coordonnée par le CUIP de Paris, on voit que ça existe, il y a des cas de soumission chimique avec le GHB, mais ils ne sont pas du tout majoritaires. On voit que sur 2022, il y a eu 6 cas qui impliquaient cette substance. En France, le plus souvent, ça va être des médicaments, benzodiazépines, antihistaminiques, ou alors d'autres drogues plus classiques comme la MDMA ou la cocaïne, qui vont être utilisées, mais avec le bémol que c'est une substance qui est difficile à doser parce qu'elle s'élimine très rapidement, donc les analyses toxicologiques doivent être faites assez rapidement, dans le sang avant 8 heures, dans les urines avant 12 heures, pour essayer de le mettre en évidence. Donc on n'est pas sûr à 100% que ce n'est pas une substance utilisée, mais pour le moment on l'observe pas. C'est difficile de se dire que la GBL, vu son goût assez particulier, peut être mis dans un verre facilement, mais tout peut être imaginé. En réduction des risques, je vous conseille déjà ces quelques vidéos. Donc, il y a une vidéo qui a été faite par l'association AID et avec Amélie Davelu, qui est la responsable du CUP de Bordeaux, qui s'occupe spécifiquement de cette substance. Ici, à Marseille, on a le bus 3132 via KEPS qui fait des vidéos aussi. Je vous invite à aller les voir. C'est assez parlant en termes de réduction des risques. Ce qui donne comme conseil, c'est pour le dosage, qui est assez difficile d'utiliser des pipettes, des seringues graduées, d'espacer les prises au minimum de 2 heures, de diluer son produit dans une boisson non alcoolisée et d'éviter les mélanges à risque. Et pour conclure, ce que je peux vous dire, c'est que donc, ce sont des substances anciennes, mais il y a des nouveaux usages qui entraînent des conséquences. Il y a plusieurs défis. Donc, dans le diagnostic et la prise en charge des surdoses, je pense aux urgentistes, je pense aussi à ceux qui interviennent dans les soirées. C'est assez difficile à prendre en charge chez des personnes qui font des comas de façon brutale en pleine soirée. En termes de réduction des risques, il y a des défis aussi parce que on a des messages qui peuvent être un peu déformés, comme par exemple le message d'espacer les prises de 2 heures va se transformer en « il faut que j'en prenne toutes les 2 heures pour toujours avoir mon effet ». Donc des défis aussi en termes de réduction des risques. Pour les soins en addictologie, je vous ai montré qu'il n'y avait pas de protocole validé.
Et pour la toxicologie, c'est un défi de mettre en évidence cette substance. On peut réfléchir à des actions, forcément de l'information auprès du grand public et des professionnels, et des interventions plus ciblées vers les usagers qui sont plus vulnérables. Donc voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions ou des notifications à nous faire, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos contacts ici.